Alors, les choses à savoir sur la SA, Société Anonyme. Au niveau des associés, il faut au minimum 2 associés et 7 si la société est cotée. Le capital social minimum est de 37 000 euros. La libération des apports en numéraire est de 50% à la Constitution et le reste sera à verser dans les 5 ans, à fonction de la demande des dirigeants. Alors, les apports en nature, la libération doit être de 100% dès la Constitution. La responsabilité est limitée aux apports. Les associés perdent seulement ce qu'ils ont apporté. La SA classique dispose d'un conseil d'administration de 3 à 18 membres. Il fixe les grandes orientations, détermine les orientations de l'activité, choisit les stratégies long terme, par exemple les emprunts, veille sur la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il vérifie que le directeur général suit bien la stratégie prévue. Les pouvoirs. Ils peuvent nommer ou révoquer le dirigeant et le président du conseil d'administration, convoquer les assemblées et décider quand les actionnaires se réunissent, arrêter les comptes. Avant le vote des actionnaires, ils valident le bilan et le compte de résultats. Au niveau de tout ce qui va être dette, il y aura l'autorisation des cautions et des garanties. Le directeur général doit avoir l'accord du CA pour cela. Les limites des pouvoirs du conseil d'administration. Alors, l'objet social, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre de décisions qui sortent de ce qui est écrit dans les statuts. Du coup, nous allons voir maintenant le pouvoir des assemblées générales. Le CA ne peut pas décider seul de changer le nom de la société ou d'augmenter son capital, parce qu'il modifie les statuts. Il faut donc demander l'autorisation des actionnaires en AGE, Assemblée générale extraordinaire. Nous allons donc maintenant voir le président du CA. Il préside le conseil, il organise les travaux du conseil, il fixe l'ordre du jour, c'est-à-dire de quoi va-t-on parler. Il convoque les administrateurs, il décide des dates et de l'heure et il doit se charger de la convocation des associés. C'est-à-dire qu'en AGO ou en AGE, les associés doivent être prévenus 15 jours avant la réunion. Si il y a une deuxième réunion car le quorum n'est pas respecté, le délai peut être réduit à 10 jours. Les convocations se font par LRAR si on connaît le nom des associés, notamment pour les sociétés non cotées. Or, pour les sociétés cotées, il y a plus de monde, donc plus de monde à prévenir. Donc, les réunions sont publiées lors des avis de réunion au BALO, bulletin des annonces légales d'obligation. Cela doit être fait 35 jours avant. Pour veiller au bon fonctionnement, il doit s'assurer que les administrateurs reçoivent bien tous les documents nécessaires avant la réunion pour pouvoir voter en connaissance de cause. Nous allons voir maintenant le directeur général, ou DG. Il représente la société auprès des clients, des banques et des juges, c'est-à-dire les tiers. En cas de cumul, un dirigeant peut être aussi président du conseil d'administration. Dans ce cas-là, il sera dénommé le PDG, président directeur général. La durée est fixée par les statuts. S'il n'y a pas de mandat en statut, il prend celui des administrateurs. Le directeur général peut agir en toutes circonstances de cause au nom de la société. Le conseil d'administration peut limiter les pouvoirs du directeur général. Exemple, il ne peut pas signer un contrat supérieur à 100 000 euros. Ces clauses sont inopposables au tiers, c'est-à-dire. Donc si le directeur général signe un contrat supérieur à 10 000 euros et qu'il n'a pas prévenu le conseil d'administration, la société restera engagée car les tiers ne sont pas censés connaître les règles internes, donc il n'y a pas de nullité. Il reste engagé auprès des tiers. Alors, il y a nullité seulement si le directeur général dépasse l'objet social et que le tiers savait qu'il dépassait l'objet social ou ne pouvait l'ignorer au vu des circonstances. Ou s'il pratique une augmentation de capital ou vend un immeuble du siège social de la société sans consulter le conseil d'administration. Cet acte peut être nul car il touche à une règle d'ordre public, la répartition légale des pouvoirs. Alors, nous allons donc voir les révocations. Alors, au niveau des administrateurs, on appelle ça la révocation ad nutum. Les raisons. Il n'y a pas forcément de raison. Voilà. Les révocations des présidents du conseil d'administration et des administrateurs se fait en AGO par le CA. Il n'y a pas d'indemnité de verser, même s'il n'y a pas de juste motif.
sauf en cas de révocation abusive, humiliation ou injure. Le droit de défense. Cela sera pareil pour les deux parties, nous verrons ça après. En revanche, pour le directeur général, il faut un juste motif. Il faut soit une faute de gestion, une divergence stratégique qui soit basée sur des faits réels. Les indemnités, oui. S'il n'y a pas de juste motif, le dirigeant peut percevoir des dommages-intérêts, en cas de révocation abusive aussi, en cas de brutale ou injurieuse. Donc, en ce qui concerne le droit de défense, cela concerne le PCA et le DG aussi. Alors, oui, il doit y avoir une information préalable de procédure de révocation, donc il doit avoir un droit de présenter leurs observations. Suite du droit de pouvoir, ils peuvent s'exprimer dans l'organe qui va voter contre eux. Donc ils peuvent préparer leur défense. Ils doivent être prévenus d'une procédure de révocation. Alors, par la suite. Même si la révocation est jugée abusive, il pourra obtenir des dommages-intérêts, mais ne retrouvera tout de même pas son poste. Nous allons donc maintenant parler de quorum et de majorité. En ce qui concerne les AGO, Assemblée Générale Ordinaire, il faut réunir 1/5 des associés sur la première convocation. Si cela n'est pas respecté, il y aura une deuxième convocation sans aucun quorum. Quorum, c'est le minimum de personnes qui doivent se rendre pour assister et débuter la réunion. En termes de majorité, c'est donc 50% plus une voix, ça s'appelle la majorité simple pour les AGO. En AGE, il faut réunir 1/4 des actions sur la première convocation et 1/5 sur la deuxième convocation. La majorité attendue est de 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Nous allons voir la responsabilité des dirigeants civils. Une faute de gestion, investissement absurde par exemple, violation des statuts ou lois. Action sociale peut être engagée. Les actionnaires se réunissent et attaquent au nom de la société pour réparer le préjudice subi. Action peut être individuelle, un associé, ou collective, 5% du capital social. Pour la responsabilité pénale, abus de biens sociaux, ABS. Utiliser l'argent de la société pour des vacances personnelles ou présentation de comptes infidèles. Fiscale, ce sont des manœuvres frauduleuses ou inobservation répétée des obligations fiscales. Ce qui concerne l'insuffisance de l'actif. Si la liquidation judiciaire de la société anonyme cherche des fautes de gestion des administrateurs. Voilà. Le quitus, c'est un acte par lequel l'AGO des actionnaires approuve la gestion du dirigeant sur l'exercice écoulé. Attention, même si les actionnaires ont voté le quitus en AG, cela n'empêche pas la société d'attaquer le dirigeant pour faute de gestion. Et pour finir, nous allons donc parler de la limite d'âge. Les membres du CA, si rien n'est écrit dans les statuts, le nombre d'administrateurs qui ont plus de 70 ans doit être inférieur à 1/3. Et tout ce qui est pour le DG, directeur général délégué et président du conseil d'administration, dès 65 ans, ils sont démissionnaires, si rien n'est marqué dans les statuts. Et dans les conditions où les membres du CA sont plusieurs à avoir 70 ans et dépassent 1/3, alors ce sera au plus vieux de partir. Merci.